En direct de la Foire de Paris, le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, et oui, nous sommes en direct depuis la Foire de Paris. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Ah bah ça nous change. Ça nous change, ça nous change des studios. On a vu toutes les préparations. Ah ouais, chez Triba, ils sont prêts à vendre de la fenêtre. Et nous sommes sur le stand Sofinco, ouais, si exactement. vous passez par Paris. Il y a plus de 500 000 visiteurs chaque année. C'est un gigantesque marché, la plus grande foire peut-être qui soit. Nos invités ce matin, Charlotte Rosier de Tapiro, bonjour, vous êtes animatrice sur M6 et on vous retrouve tous les matins entre 8h40 et 10h pour M6 Boutique. On avait évidemment envie de parler avec vous de tous ces produits que vous présentez. Et Franck Tapiro, bonjour. Bonjour. Venus ensemble, on comprend un peu pourquoi. C'est une coïncidence totale. Voilà, vous êtes publicitaire et puis on se disait que finalement Camelot, c'était un peu les débuts de la publicité, c'est-à-dire que c'était comme ça qu'on arrivait à vendre l'infiniment petit, quoi. C'est extraordinaire, ça me rappelle tout de suite mes souvenirs d'enfance avec ma mère devant les Galeries Lafayette où je pouvais passer des heures. Dans les Camelots qui vendaient des poudres à écurer, les casseroles. Et ce qui me sidérait, c'est de voir des gens face à un public qui ne connaissait pas, des gens qui passent en plus qui ne passaient pas pour acheter ce produit, capter l'attention et les transformer en acheteurs. Et puis surtout, les gens achetaient plus pour la performance de vente que pour la performance du produit. Mais est-ce qu'un bon publicitaire est un publicitaire menteur? Non, vous savez, nous c'est le mentir vrai. Parce qu'en fait, le mentir vrai. Oui. La pub est un mensonge de A à Z. Pourquoi? Parce qu'on invente des fausses histoires, etc. Mais tout ça, c'est basé sur des vrais produits, sur des vrais services, sur une vraie efficacité. Le publicitaire menteur, c'est quelqu'un qui accepterait de vendre un mauvais produit en le sachant. Ça n'existe pas. Il y a trop d'autorégulation dans notre métier. Mais en revanche, le mentir vrai, c'est ce qui nous permet d'inventer des histoires pour vendre du vrai, pour vendre un service, pour vendre. Triba, ça a été mon client dans les fin des années 90. Je me rappelle, on a fait des super campagnes pour eux d'ailleurs. Alors il y en a d'autres, il y a cas par cas, on va on les connaît très bien. On a Pierret, Porte et Fenêtre, enfin voilà, on en cite plusieurs pour nos amis de l'Arcom. De l'Arcom, bien sûr. Voilà. Et vous, est-ce que vous mentez à M6 Boutique? C'est exactement ce que j'allais dire. Excusez-moi, vous parlez de mensonges, mais je vois pas pourquoi on parle de mensonges en fait. Nous chez M6 Boutique, Charlotte, nous chez M6 Boutique, on raconte des choses vraies qui peuvent vraiment aller à des gens qui ont des souhaits différents et surtout on source et on trouve des produits qui sont nouveaux, qui sont innovants et c'est ça qu'on ne trouve que sur le téléachat. On trouve des produits qui sont différents, on a des formulations qui sont particulières, on a du collagène extraordinaire avec la marque Protocole qui est formulée d'une façon spéciale. Ça marche. Et ça marche. C'est-à-dire que tous les produits sont testés, c'est ce qu'il faut raconter peut-être à nos auditeurs, c'est que pour le téléachat, avant de pouvoir présenter un produit, il y a une sélection absolument draconienne. Absolument, et de plus en plus, on y fait de plus en plus attention. Donc moi je suis sur M6 Boutique depuis un peu plus d'1 an maintenant, et je dois vraiment vous le dire, ce sont des produits qui sont testés, qui sont recherchés d'une façon vraiment minutieuse, et qui sont, il y a vraiment un process qui est mis en place, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à la télévision. Moi je fais très attention à ce que je dis, comment je le dis, on a un service juridique qui est derrière, et puis je tenais aussi à dire quelque chose parce qu'on me pose toujours la question, les témoins qui essayent les produits, est-ce que ce sont des comédiens? Alors peut-être fut une époque c'était le cas. Aujourd'hui, je dois vous le dire, moi je m'adresse à eux et je suis avec eux en loge et en coulisses. Ce sont des vraies personnes qui ont des vrais résultats et qui aiment les produits qu'ils utilisent, et ça c'est génial parce que nous, des vrais testimoniaux. C'est Raymond qui a perdu 15 kilos, c'est vraiment Raymond. C'est vraiment Raymond. Oui. C'est vraiment Raymond, c'est vraiment Jean-Louis, c'est vraiment toutes ces personnes qui sont là. Et donc en fait nous quand on tourne, il y a une vraie partie d'émotion. C'est enregistré, mais c'est en condition directe. Et donc, ça ne laisse pas la place aux mensonges. Il y a un produit aussi extraordinaire où ils le testent sur le plateau. Le Wrinkle Power. Le Wrinkle Power. Moi, c'est mon produit phare. Je regarde ça parce que c'est magique. Non, j'aurais pu le mettre. Il n'en a pas besoin. En 90 secondes, là, je vais faire mon camelot. En 90 secondes seulement. Top chrono, on voit les rides disparaître, c'est un truc de dingue. Et alors, effectivement, on le passe sur le plateau. Effectivement, ça se passe, il n'y a pas de trucage. En 90 secondes, c'est la K-Beauty, la beauté coréenne. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et je vous assure qu'on a vraiment des choses qui sont exclusives d'ailleurs au téléachat et qu'on ne retrouve pas en boutique, c'est ce qui fait la spécificité. Alors vous êtes arrivé il y a un peu moins d'1 an. Un an. 2 janvier 2024. Comment alors, il y avait une longue histoire, Pierre Dostel, Valérie Pascal. Et donc vous êtes arrivé, une nouvelle équipe avec Laurent Artufel.
Absolument. Comment on vient vous chercher pour faire ça? Il y a un casting. Il y a des essais. Moi, je viens pas de la télévision initialement. J'ai un parcours un peu plus corporate, un peu plus marketing dans des gros groupes. Et puis j'arrive à la télé petit à petit et je fais une école de télé pour moi qui s'appelle QVC. Ouais. QVC, c'est le numéro 1 du téléachat dans le monde. Vous les avez reçus ici avec ça fait 30 ans que ça existe, ça fait des milliards de chiffres d'affaires. Et j'ai passé 4 ans et demi là-bas en direct. C'est la particularité de cette chaîne qui n'existe plus en France. Mais donc voilà, donc je suis picousée au téléachat et ce que je dois dire, c'est que dès ma plus jeune enfance, j'étais scotchée devant M6, devant TF1 pour regarder Téléshopping aussi, puisque ça fait partie maintenant du même groupe. Et je demandais à ma mère de m'acheter, si elle m'écoute et je sais qu'elle va rigoler, cette espèce d'appareil pour faire les abdos où on roule par terre. Sûr, ouais. Elle me dit, mais ma chérie, prends un rouleau à pâtisserie, ça fera pareil. Ça fera le même effet. Et donc elle vous l'a jamais acheté? Elle me l'a jamais acheté. J'ai été en frustration pendant une trentaine d'années. Et comment on devient animateur et puis surtout, ce qui est drôle, c'est que ce que Franck disait il y a quelques instants, il était stupéfait par tous ces camelots et il se retrouve avec une animatrice de téléachat, donc ça c'est énorme. Alors, vous avez acheté le tapis roulant, vous m'avez dit en antenne. Absolument, le Marche Active Speed que j'utilise maintenant. Alors, il y a un truc qui est extraordinaire quand même et qui fait rire tout le monde, ce sont les noms. Nous y compris. Ouais. Mais il y a un moment, il faut interpeller, il faut faire rire, il faut se différencier de ces noms anglicistes, etc. Là, le Marche Active Speed, je l'utilise, il va jusqu'à 12 km/h, on peut courir dessus. Témoin tous les jours. Tous les jours, il se moque de moi, je suis dans la salle de bain en train de marcher et je peux vous dire que je vois les différences sur ma silhouette, sur ma forme et ça peut convenir à tout un tas de personnes qui n'arrivent pas à ça. Qui achète au téléachat d'M6? Quelle est votre cible? Alors la cible, ce sont les personnes qui restent beaucoup à la maison, qui n'ont pas l'opportunité de sortir, qui ont peur d'acheter sur Internet sans avoir d'interlocuteur, parce que là la différence c'est que Laurent Artufel et moi, on est un peu caution, c'est-à-dire que ce qu'on dit c'est vrai, et je reviens là-dessus, et d'ailleurs on est sur la radio Parlons Vrai, je dois le dire, moi je ne dis pas de choses que je ne pense pas, et Laurent fait pareil. Et parce que vous le verrez si vous le regardez, on est comme on est. Et c'est vrai que quand ça marche, ce sont des gens qui vont aimer. Derrière, il y a une démarche commerciale quand même. Bien sûr. Donc vous devez absolument vendre. Alors on n'est pas du tout commissionné sur ce qu'on présente. Déjà, d'accord. Je tiens à le dire parce que c'est important. Et ce sont des produits qui sont sourcés. On est intégré et inclus dans le process de lancement de ces produits sur la chaîne. Et donc, en fait, on peut mettre notre bémol à tel moment. On peut intervenir sur tel argumentaire. Donc vraiment, on est impliqué, non pas dans la sélection initiale, mais il peut nous arriver de se suggérer des produits. Il m'est arrivé de pouvoir dire, tiens, à la directrice des achats, j'ai rencontré telle personne, je vois tel produit. On vous sollicite on me sollicite beaucoup. Il y a un auditeur qui dit, mais si ça marche, pourquoi est-ce que la science ne s'y intéresse pas et ne communique pas dessus? Si c'est un produit miracle en particulier. Parce qu'il y a des brevets qui sont déposés, parce que c'est des gens qui sont des chercheurs, des ingénieurs, des gens qui aiment ce moyen de distribution de téléachat et qui ont envie de se différencier comme ça. Et surtout à notre époque où on parle des plateformes, des mastodontes dans tous les sens, là il y a un côté humain, on revient. C'est comme les opérateurs au téléphone où on parle à un robot, à l'intelligence artificielle dans ce monde-là. Aujourd'hui on a envie d'humain et moi je peux vous dire que je suis vraiment humaine. Mais ça nous fait acheter des trucs aussi dont on n'a pas besoin. Oui, mais enfin bon, sur Internet il y a un moment où quand vous allez à la foire de Paris, excusez-moi, on ressort avec des choses. Oui, les camelots, c'est ça aussi. Mais c'est pour ça que je parlais de Mentier Vrai, c'est un clin d'œil. Mais tout est vrai dans ce qu'on vend. Et sur M6, n'en parlons pas, puisque c'est des produits testés, approuvés. Vous imaginez le risque qu'il prendrait à être un peu en légèreté par rapport à un produit. Mais en revanche, l'acte de vente lui-même, souvent les gens disent oui, mais la pub, être camelot, vendre, c'est un peu du mensonge. En fait, non, pas du tout. C'est pas parce qu'on croit quelque chose et qu'on met une emphase qu'on raconte des bêtises. Non. Parce que d'abord, l'ARCOM serait là pour évidemment faire son travail. Publicité mensongère. Et il y a très très peu de publicité mensongère. Regardez en France, chaque année, il n'y en a pas. Nous, on est hyper réglementé, il y a une autorégulation. Et sur M6, c'est pire. C'est juste que c'est vrai que quand on met une emphase, une mise en scène, et c'est vrai que Charlotte et Laurent ont réussi à dépoussiérer un programme qui était peut-être un petit peu sur le long terme, c'est normal. Ça fait 37 ans que ça existe. 37 ans. Et je trouve que c'est intéressant. Ils ont mis surtout du côté perso. En gros, parce que j'aime bien quand chacun dit tiens, moi j'ai essayé ça ou ma mère l'a essayé hier ou j'ai essayé quelque chose de similaire. C'est vrai parce que c'est leur expérience réelle. Donc quelque part, c'est l'acte de vente, mais l'acte de vente part aussi d'expériences réelles et personnelles. Ouais. On peut rendre hommage à Pierre Bellemare qui a été le premier à l'amener. 597 francs. Pierre,
Pierre, on oublie d'abord Pierre, c'est vrai que c'est un immense comédien, on oublie. Mais oui, Pierre, d'abord c'était un ami, et puis ce type a révolutionné, ça s'appelle le téléachat, c'est lui qui l'a francisé un petit peu, c'est-à-dire qu'il a fait la version française d'un téléachat qui était plutôt américain, et il lui a donné cette forme d'humour, regardez comme il parlait des prix, 599 francs. On a l'impression qu'il engueulait le produit quand il criait le prix, tellement il disait aux gens, profitez de cette affaire. Donc quelque part, on ne peut pas dire que Pierre était un menteur. C'est un battleur. C'est tout ce qu'on veut. Mais comment vous expliquez, par exemple, vous zappez la nuit, puis vous tombez sur du téléachat et vous restez en fait. C'est fascinant. Mais parce que les gens aiment les marques. Comment il y a une technique pour dire je reste dessus, j'arrive pas à décrocher. Les gens aiment les marques, ils aiment les produits, ils aiment surtout les produits avec des effets. Regardez dans le téléachat, ce que j'adore. Pourquoi est-ce qu'on est fasciné, ou les camelots? C'est des produits qui sont des solutions. Et on passe d'un état A à un état B. Il y a un côté baguette magique. Ah oui, c'est ça qui est, c'est pas juste quelque chose qui a une fonction traditionnelle. C'est regardez cette casserole salade avec ce produit. Je vais vous sauver une situation. Voilà. Exactement, ça c'est problème solution. Il y a un côté un peu Superman, Superwoman, et on apporte des solutions qui sont faciles, des solutions qui sont... Et en plus, on est dans la facilité. Ce que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il y a cette option aussi de l'essayer chez soi. Alors, quand on achète à distance, c'est jamais facile. Et puis, on n'est jamais sûr. Il m'est arrivé d'acheter des trucs sur des plateformes. Bon, j'ai pas envie de le renvoyer. Et puis, c'est compliqué. Et puis, je sais pas comment faire. Chez M6 Boutique, c'est simple. Et on a 30 jours pour l'essayer dans le confort de chez soi, pour voir si le tapis de marche active, il va rentrer dans sa salle de bain et qu'on va pouvoir le plier pour le mettre sous son lit. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio, en direct de la Foire de Paris. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média. Les invités du jour. Les invités du jour, Charlotte Rosier-Tapiro, animatrice sur M6 et M6 Boutique tous les matins entre 8h40 et 10h. Et Franck Tapiro, vous êtes publicitaire et bon, vous avez accompagné votre femme, on peut le dire, mais vous avez du sens dans cette émission parce que c'est ce qu'on disait, cette foire de Paris, le métier de camelot, c'est pas très loin du métier de publicitaire. Et puis, Valérie, tout à l'heure à 10h30 et 10h45, on va recevoir la directrice aussi du fameux concours Lépine qui a changé notre monde. Il n'y aurait pas le stylo bille et le mouchoir à papier. Alors, moi j'avais une question, vous disiez on peut renvoyer les produits, mais moi souvent quand j'achète par exemple à la Foire de Paris, après quand j'arrive chez moi je ne sais plus très bien comment m'en servir, ou ça ne marche pas forcément, ou ça se casse. L'intérêt c'est que quand on achète sur M6 Boutique, je l'ai expliqué juste avant la pause, il y a 30 jours satisfait ou remboursé, mais c'est vraiment 30 jours satisfait ou remboursé. Donc pendant un mois, on peut tester le produit, le voir chez soi. Il ne faut pas le renvoyer dans le bon emballage avec le bon plastique. Non, c'est extrêmement simple pour renvoyer, pour essayer. Et puis surtout, l'intérêt, c'est qu'il y a toujours Laurent et moi qui sommes à la télévision tous les matins. Que ce soit sur M6 tous les jours de la semaine ou sur W9 le samedi ou sur toutes les chaînes du groupe M6. Et on fait des démonstrations. Ensuite, il y a le site internet d'M6 Boutique où on revoit les démonstrations. Et puis on est toujours, comme on est des vraies personnes et qu'on est facilement, on peut nous envoyer des petits messages. Moi, je me fais un plaisir de répondre à toutes les personnes qui me posent des questions. Mais franchement, les démonstrations sont tellement faciles à faire, sont tellement agréables. On essaye le produit en live. Comment ça se passe un tournage? C'est conditions de direct ou c'est... Alors, c'est conditions de direct, c'est pas du vrai direct, mais c'est conditions de direct. Donc quand il y a un bafouillement un peu trop important, on garde les bafouillages quand même. C'est quand même sympa, les petits fous rires, etc. Mais sinon, on la refait. On enregistre plusieurs fois par mois pour pouvoir être dans la saisonnalité, pour pouvoir être vraiment au plus près des événements. Là, en ce moment, on est sur les French Days, donc on est vraiment sur des promotions qui sont dingues, jusqu'à 50% de réduction. Enfin bref, et on tourne. Et je dois le dire, l'équipe est extraordinaire. On se marre et je pense que ça se sent à l'antenne. C'est ce qu'on me dit depuis d'ailleurs plus d'un an. On a vraiment l'impression que vous rigolez, que vous entendez bien. Et c'est le cas. On se marre avec Laurent, c'est un bonheur de tourner avec lui. Les réals sont top, la prod est canon, le marketing est génial. Bref, et on a leur confiance. Et moi, quand ils m'ont approché, ce qui m'a plu, parce que voilà, on a toujours cette image un peu poussiéreuse du téléachat.
que j'ai jamais vraiment compris, parce que pourquoi non, oui, c'est... Mais c'est très français, ça, je dois le dire, parce que pour avoir voyagé un peu en Europe et aux États-Unis, ça peut être hyper moderne. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Laurent. Comme la presse People en France, tout le monde déteste la presse People, mais tout le monde la lit. C'est exactement pareil avec le téléachat. Il y a un côté, c'est pas noble, mais finalement tout le monde le regarde et tout le monde l'achète. Je crois que c'est Johnny Hallyday qui était dingue de téléachat. Bien sûr. Qui achetait vachement. Vous disiez pendant la pub que vous aimeriez présenter le téléachat avec votre femme en couple, un vrai couple qui présente. C'est bien sûr, ça s'est jamais fait, un couple à la maison. On pourrait le mettre. Laurent n'est pas peur. Laurent qui nous écoute n'est pas peur. Non, on va faire une comme ça de temps en temps, parce que finalement, c'est hyper crédible d'être en couple. Voilà, quand on est à la maison, on est encore plus crédible, je trouve, à essayer les produits. Et puis l'un pourrait renvoyer la balle à l'autre. Alors, puis bon, ça nous... on pourra imaginer ce genre de choses, parce qu'on va lancer avec M6 Boutique du live shopping. Parce qu'en fait, on essaye de se renouveler. Alors, du live shopping, ça va être sur les réseaux sociaux. On va faire du live shopping en live. Direct. Donc en direct, comme pas enregistré. Twitch, par exemple. Comme sur Twitch, comme sur des lives sur Instagram, sur Facebook. Indirect, comme ce qui se passe ici. Et ça pourra se faire, et ça va pas se faire sur le plateau, parce qu'il faut que ce soit différent. Et là, on pourra imaginer de nouvelles choses et on pourra discuter. Monsieur Franck. Franck Tapiro, pourquoi la publicité n'est plus drôle, où on a l'impression qu'il y a moins de création? Parce que Franck a quitté la pub. Voilà. Bon, on m'a dit en 2019, quand j'ai vendu mon agence, mais pourquoi tu arrêtes la pub? Et j'ai dit, c'est pas moi qui arrête la pub, c'est la pub qui s'est arrêtée. Alors c'était une petite blague, mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on est tellement dans la bien-pensance qu'on ne peut plus tout penser, et surtout tout dire. Et nous, c'est vrai que ce qui caractérisait le métier de publicitaire, c'est cette liberté extraordinaire de pouvoir oser, de pouvoir provoquer, jamais choquer. Choquer, c'est pas bien, ça met à distance. Mais provoquer, c'est créer de l'attention, créer du souvenir, créer du désir, faire rire. Et aujourd'hui, les gens ont tellement peur parce qu'il y a des ligues de vertu, à la fois politiques et sociétales ou associatives, qui vous attaquent dès que vous sortez un petit peu du cadre, que les publicitaires ont décidé de rentrer dans le rang. Et ça, pour moi, c'est la mort de la pub. La pub doit être dehors du cadre pour créer de l'attention et de l'émotion. Et du second degré. Et du second degré. Les jingles, pareil, de musique. Moi, j'en ai composé plein pour Ikea avec des trucs qui faisaient marrer les gens. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a des musiques standards bateau, en IA, la plupart du temps, l'intelligence artificielle. Et il faut revenir à la création, la vraie créativité, se servir de tous les outils comme l'IA, mais un outil, mais qui est de votre assistant et non pas votre remplaçant. Et ça veut dire qu'elle est plus efficace, cette nouvelle pub, d'être Alors on joue sérieuse. Vous savez, il y a le ROI, vous savez, Return on Investment pour les auditeurs, le retour sur investissement. Il est tellement fort aujourd'hui qu'on oublie le retour émotionnel, le retour en imagination, le retour en création. Et moi, je me rappelle que tous les standards, à chaque fois qu'on testait chaque année les pubs par rapport à leur force créative et par rapport aux ventes, les pubs les plus créatives sont celles qui font le plus vendre. Donc aujourd'hui, on est dans un standard. Elles sont jolies, c'est bien fait, c'est carré, et les ventes sont carrées, c'est du 12 sur 20. Mais la pub, c'est pas du 12. Il y a tellement de moyens de communication aujourd'hui qu'en fait, les clients et les gens sont noyés dans toutes ces informations qui peuvent d'ailleurs trouver tout seuls maintenant, qu'en fait, la publicité a un autre rôle. Enfin, je crois, j'ai pris ma casquette publicitaire. Oui. Un autre rôle, et en même temps, il y en a beaucoup des pubs, et nous on en a aussi à la radio. Mais oui, mais les pubs radio, excusez-moi, je lis pas à la radio, mais depuis des années. Plus créatives. Bah non, mais c'est l'âge de pierre de la radio. Pourquoi? Parce que les créatifs ont lâché l'affaire depuis longtemps, parce qu'ils estiment que la radio n'est pas un média noble. Nous, on était d'ailleurs une des seules avec Hémisphère Droit. On décrivait nous-mêmes et on les produisait nous-mêmes et on jouait nous-mêmes les rôles pour vous dire à quel point on adore la radio. Et quand les créatifs ont déserté la radio, vous avez, je suis désolé, mais cette pollution audio qui joue contre le média. Parce que ça joue pour moi contre l'affect qu'on a pour une station. Parce que quand on est là et que dès qu'il y a la pub, d'abord, le volume monte, c'est assourdissant et les idées sont nulles, à part quelques-unes. Et je les cite comme Lidl que j'adore. Et qu'on est mal, chef, on est mal. Mais voilà, il y a une saga. Avant, il y en avait 20 par jour. Donc bravo à Lidl et bravo à tous les créatifs qui font la radio. Est-ce que la pub n'a pas été tuée par les influenceurs, par TikTok, Oui, c'est ce que disait Charlotte. C'est pas eux qui l'ont fait, c'est que les annonceurs ont cru que les influenceurs étaient les nouveaux publicitaires. Mais on voit bien que non. Citez-moi une grande marque, une seule, ces 25 dernières années, lancée par un influenceur. Allez-y. Dans un an, vous revenez, vous n'en avez pas une. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de rôle, mais si on n'a pas une vraie réflexion marketing sur l'ADN de la marque et sur le pouvoir émotionnel d'une marque, ça c'est les publicitaires qui savent le faire. Après, les influenceurs arrivent. Mais on ne peut pas remplacer l'un par l'autre, c'est pas possible.
possible, on a besoin des deux. Et je me permets aussi, les influenceurs qui mettent en avant des produits, qui vendent les produits, en fait, il n'y a pas ce... Ils touchent de l'argent, donc... Ils touchent de l'argent, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas intéressé par la vente de produits, c'est très important. Et en fait, il n'y a pas tous ces process de sélection de produits, de tests, de validation en amont, chose que chez M6 Boutique, on a. Donc je tiens à vous le dire, les produits qu'on vous présente sont vraiment... Bonne, hein. Mais non, mais c'est vrai, parce que je suis absolument convaincue de ce que je mets à l'antenne, de ce dont je parle, et de toute façon, je mens très mal, et mon mari pourra le confirmer. Non mais de toute façon, je ne connais pas, moi, un bon vendeur, vraiment, c'est sérieux, qui ne croit pas en son produit, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut y croire à fond, comme si c'était... Parfois, on peut vendre le produit que quelqu'un d'autre, nous, en pub, mais quand on en est convaincu, c'est là qu'on le vend le mieux. Enfin, vraiment, ça se voit tout de suite quand un type fait l'amoureux de son produit, mais qui n'y croit pas, émotionnellement, la personne le sait en face et elle n'achète pas. Vous êtes déjà arrivé de refuser un client? Ça m'est arrivé avec des politiques, oui. Je faisais de la com politique. Ouais. Ce sont des produits parfois un peu compliqués. Un peu compliqués. Sinon, périssables. Moi, nous, on fait pas de politique sur M6 Boutique. Hein. J'ai déjà reçu des briefs pour des produits qui n'étaient pas assez efficaces ou qui avaient une volonté justement de ne pas assez... Non, mais pire que ça, d'essayer d'enjoliver un peu les choses. Et je trouve ça pas bien. Moi, je préfère qu'un produit soit brut de fonderie, qu'on le vende tel qu'il est, hein, vendons-le comme il est, plutôt que d'essayer de travestir la réalité. Le monde, c'est vrai, tout à l'heure, c'est sur les scripts, c'est sur les idées, sur la mise en scène. On raconte des histoires de vie qui ne sont pas vraies. Mais ce qu'il y a de vrai dans la pub, c'est le produit, c'est la marque et le service. Sinon, de toute façon, la pub est interdite. Et si je peux me permettre aussi, ce qu'on a essayé d'apporter depuis qu'on est arrivé à l'antenne avec Laurent, c'est avoir une partie divertissement. Certes, on vend, certes, on est là pour vendre des produits, c'est un chiffre d'affaires, mais qu'il y a en fait, c'est du divertissement. On passe tous les matins. On partage le café des gens, on est chez eux, ils nous accueillent dans leur télévision ou sur leur téléphone ou dans leur ordinateur. Et c'est vrai que cette partie divertissement, cette partie on est chez vous et on est heureux de l'être et on est heureux que vous puissiez nous faire confiance, c'est important. On n'est pas à parler que des produits. On donne des idées, et puis franchement, c'est fun quand même. Alors le produit phare, c'est quoi? Alors en ce moment, en outdoor, à l'extérieur, il y a le Starleaf High Pressure qui, d'ailleurs je le dis High Pressure parce que c'est une blague en interne. C'est un jet haute pression qui n'a pas besoin d'être raccordé au robinet. Il peut très bien se plonger dans un seau, dans une bouteille, et ça permet véritablement de laver la voiture, de l'emmener partout et pas forcément de se rapprocher du robinet et d'avoir une rallonge. Derrière, vous avez envie d'être animatrice à M6 ou pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai déjà été animatrice sur d'autres choses. J'ai, je pense, des compétences d'animatrice. Je viens pas initialement du monde de l'animation, mais je pense que c'est un plus. Après, je viens aussi du monde du marketing. Voilà pourquoi tout ça a du sens. Moi, je reviens sur les produits. Donc, il y a le high pressure. Voilà, le Starleaf High Pressure. Il y a une nouveauté là, parce qu'il y a plein de nouveaux tops qui arrivent. Il y a le Rotorizer 8 en 1 qui va permettre de tondre, de sculpter des buis, bref, de faire du jardinage d'une autre façon, comme des professionnels à la maison. Il y a ce fameux Wrinkle Power. Et puis en dernier top, là, je vais les citer rapidement, il y a le Liposculpt. Le Liposculpt, ça permet, et ça c'est révolutionnaire avec des ingrédients naturels, de réduire la masse graisseuse et de réduire leur nombre. Et donc en fait, fini la peau d'orange et je l'ai testé et je peux vous dire que ça marche vraiment. Ça veut dire que vous aviez de la peau d'orange. J'ai de la peau d'orange, je suis une vraie femme, je suis une humaine, je ne suis pas une IA. Et oui, j'ai de la peau d'orange. J'en ai beaucoup moins maintenant. Allez, merci à vous d'avoir été sur Sud Radio. Dans un instant, on va continuer avec vous à parler de la Foire de Paris. On va recevoir le directeur de la Foire de Paris, la directrice du concours Lépine, formidable concours Lépine. Hein. Et vous allez vous balader. J'étais jury, moi, sur M6 il y a quelques années, mais l'inventeur de l'année. Donc on était le concours Lépine à la télé. Malheureusement, il n'y a eu qu'une saison qui avait cartonné, mais je rêverais vraiment de prolonger un jour parce que c'était vraiment la France est le plus grand pays d'inventeurs au monde depuis toujours. On a tellement d'inventeurs. Alors ils n'inventent pas tous des choses de génie, mais je crois que c'est le plus grand pourcentage d'inventeurs sur le nombre de la population au monde. Bravo. Et à tout de suite sur Sud Radio, en direct de la Foire de Paris. Merci Charlotte. Tous les jours, 8h40, 10h sur M6, M6 Boutique avec Laurent Artufel. Merci à vous. Merci beaucoup. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. En direct de la Foire de Paris, Sud Radio. Le supplément média.
Et oui, nous sommes en direct depuis la foire de Paris avec Gilles Gansman et nous accueillons avec grand plaisir le directeur de la foire de Paris, Steven Abajoli. Bonjour. Bonjour. Et avec nous également Barbara Doré. Bonjour. Vous êtes directrice générale du concours Lépine. Bonjour à vous. C'est quoi votre métier ? Ça veut dire quoi, directrice générale du concours Lépine ? C'est être directrice de l'association en fait, du concours Lépine et superviser toute l'organisation de ce bel événement. Et donc toute l'année, vous recevez les différents projets ou comment ça se passe ? Ou c'est uniquement concentré sur le moment de la foire de Paris ? Alors non, c'est une partie... C'est quoi l'association, oui ? Oui, l'association en fait est une loi 1901. Donc nous sommes une association d'inventeurs et d'inventrices. Donc toute l'année, nous promulguons des conseils pour inventer auprès des personnes qui ont une idée. Et effectivement, une partie de l'année est dédiée à l'organisation du concours Lépine International Paris. Et les premiers dossiers arrivent a priori généralement courant janvier pour un concours qui se déroule actuellement. Actuellement, combien de candidats cette année ? 250 inventions. 250 inventions. Ouais. Et combien de prix sera donné cette année ? Parce qu'il y a plusieurs prix. Hein. Alors oui, il y a plusieurs prix. Vous avez effectivement un grand prix et puis ensuite vous avez médaille d'or, d'argent et de bronze. Et en fait, c'est adapté en fonction du cru. Ah d'accord. Vous avez déjà une idée de ce qui peut... Bien trop tôt, enfin, bien trop tôt. Alors le concours Lépine, Steven Abajoli, c'est vraiment c'est un des emblèmes de la foire de Paris, cette foire qui existe depuis 120 ans. Vous avez repris, vous, les rênes de la foire de Paris il y a quelques années. En 2019. Ouais. En 2019, on est passé par une période extrêmement compliquée. Avec le Covid, où ça a été... Covid. Et on s'était vu d'ailleurs en 2022 pour la reprise des grands événements. Et ça a été une grande fête populaire. On a enfin pu tenir la foire de Paris. La relation est historique entre foire de Paris et concours Lépine. Concours Lépine International Paris, c'est 12 jours d'un événement unique qui rassemble justement tous les inventeurs et toute l'innovation rassemblée dans une grande fête populaire ouverte à tous, et on a plaisir à l'offrir. C'est la 121e édition de la foire de Paris. Qu'est-ce qu'on vient chercher à la foire de Paris ? Alors j'aime à dire qu'on vient chercher avant tout un bon moment, à passer un bon moment. À la porte de Versailles, on est en plus dans des actualités qui parfois peuvent être un peu compliquées. Donc là, on laisse ses soucis de côté, on vient passer une bonne journée entre amis ou en famille à la porte de Versailles, et après on vient chercher des réponses à tous ces projets. Et en particulier, on est là sur votre plateau au cœur de construction et rénovation, donc on vient chercher des réponses à ces projets d'habitat. Oui, et vous me disiez qu'il y avait vraiment un nombre important de personnes qui viennent avec des projets et qui viennent chercher des solutions et des réponses. Exactement. Nous avons à peu près 200 000 porteurs de projets maison qui attendent la foire de Paris pour y venir concrétiser leurs projets. Et on a souhaité... dans cette réinvention du retail à l'heure du digital, les visiteurs ont besoin de trouver autre chose, ce qu'ils ne trouvent pas sur Internet. Et ça, c'est du conseil, c'est de la rencontre, c'est du test, c'est de l'humain. Ouais. Et donc, il y a des services qui accompagnent tous les porteurs de projets maison à chaque étape de leur projet, peu importe le projet. Par exemple, si on a un projet de décoration, d'aménagement de son habitat, nous avons notre partenaire Rencontre Anarchie qui est présent pendant les 12 jours et qui propose gratuitement pendant 30 minutes des rendez-vous avec des architectes. On vient avec son projet, on présente son projet à l'architecte et on bénéficie de conseils d'experts avant de se retourner vers les différents exposants et concrétiser son projet. Est-ce qu'on fait de bonnes affaires à la foire de Paris ? C'est toujours la question. C'est toujours la question. Le marronnier journalistique, mais fait-on de bonnes affaires ? On fait des affaires sur la foire de Paris, c'est pour ça qu'on vient. On vient parce que déjà, il y a du choix. Il y a donc pour la maison plus de 300 entreprises qui sont présentes, donc on peut comparer, on peut regarder les dernières nouveautés, comme je le disais, on peut venir chercher du conseil, et on a beaucoup d'entreprises qui attendent la foire de Paris pour à la fois sortir leurs nouveautés et faire des prix foire. Et cette année, on a voulu les mettre en avant. On a créé un catalogue des bonnes affaires qui est distribué sur la foire de Paris. C'est à peu près 50 entreprises qui jouent le jeu de la foire de Paris et qui proposent des prix exclusifs foire de Paris. Alors évidemment, la foire de Paris, c'est aussi les camelots, les objets, la serpillière qui vous va tout de suite éponger en moins de 30 secondes. Sur 500 000 visiteurs, est-ce que vous savez combien de gens repartent avec un achat ? 9 visiteurs sur 10 viennent sur la foire de Paris et repartent avec un achat. Ça veut dire qu'en règle générale, quand on rentre à la foire de Paris, on repart jamais sans avoir dépensé 1 ou 2 euros.
on achète pour se faire plaisir. Ouais. Donc on a une satisfaction qui est très... moi, chaque fois que je viens, j'achète quelque chose, je dois le dire. Vraiment. Que ce soit chez Camelot ou l'année dernière, je dois vous le dire, une plancha. J'ai acheté une plancha, voilà. Donc, ouais, je me suis fait avoir, entre guillemets, parce qu'ils sont très très bons, les commerciaux. Hein. Je redis, on est entouré de grandes sociétés. On a vu la formation, enfin la team se mettre en place. Il y a une vraie force de vente à chaque fois avec des savoir-faire, justement, pour vendre et expliquer au mieux les choses. Combien d'entreprises au total, enfin combien de stands? Il y a 1400 exposants, 3500 marques. Et vous faites bien de mentionner, ce sont des experts de la rénovation et c'est le chiffre d'affaires d'un magasin à l'année qui est réalisé en 12 jours sur la foire de Paris. En chiffre d'affaires généré par l'ensemble des exposants avec les visiteurs, l'année dernière on était sur 277 millions d'euros. Donc c'est vraiment des paniers moyens qui peuvent être très élevés, bien évidemment, quand on vient concrétiser son projet de cuisine, d'aménagement d'extérieur, de piscine, ou si on vient changer son mobilier ou acheter des voitures, le panier moyen peut très vite monter. Et c'est ça qui est intéressant pour les visiteurs, c'est je viens passer un bon moment et en même temps j'ai des réponses à tous mes projets, toutes mes... Alors moi j'ai regardé un peu, j'étais sur votre site qui est super bien fait, je dois dire, il y a à la fois tout l'historique et puis vous pouvez rechercher ce que vous voulez et moi j'ai tapé technologie parce que c'est ce qui m'intéresse, je suis un peu geek et j'ai pas trouvé beaucoup d'entreprises de téléphonie ou de technologie ou d'ordinateurs ou autres, c'est peut-être ce qui manque à la foire de Paris. Alors je ne dirais pas c'est ce qui manque, puisque nous répondons aux attentes des visiteurs. Chaque année, on questionne nos visiteurs, on questionne nos exposants et on développe l'offre en adéquation avec leurs attentes. La preuve en est l'accélération formidable que nous vivons sur l'automobile, avec cette transition du thermique vers l'électrique. L'automobile n'était pas présent sur la foire de Paris et en 2 ans, on a aujourd'hui plus de 5000 m² qui représentent l'automobile, plus de 5 constructeurs sont présents. Certains ont même attendu la foire pour lancer leur nouveauté. Vous nous disiez avec Valérie avant l'antenne qu'on pouvait essayer des voitures à la foire de Paris. C'est la première fois et c'est signe de ce développement-là justement. C'est 23 places de parking qui sont aujourd'hui prises par les constructeurs et qui proposent en exclusivité des essais. On part dans Paris faire un tour avec les dernières voitures de l'ensemble des constructeurs. On peut citer bien sûr la R5 de Renault qui est présent, mais aussi des constructeurs internationaux comme BYD ou XPeng qui viennent. BYD sur le... BYD est sur le salon et d'ailleurs c'est un des constructeurs qui a attendu la foire de Paris pour sortir son dernier modèle. C'est preuve en tout cas de l'intérêt pour les constructeurs d'aller à la rencontre des visiteurs. Et ce sont des boîtes technologiques, puisque maintenant quand on rentre dans les voitures, il y a énormément de technologie. Et c'est ça aujourd'hui que les visiteurs viennent chercher sur la foire de Paris. Ce sont des nouveautés, des technologies, mais qui sont d'aujourd'hui, qui changent le quotidien, de maintenant. On n'est pas dans un salon dans lequel on va voir l'innovation de demain. On voit l'innovation. On verra pas un nouveau téléviseur, par exemple. Il y avait des téléviseurs qui étaient présents sur les dernières éditions. Cette année, il n'y en a plus. Mais il y a des startups, des entreprises qui sont même plus des startups, qu'on peut citer Willings, qui est présent, qui est une très belle pépite française, qui est présent, ou des grandes marques d'électroménager qui présentent du gros électroménager, du petit électroménager. Le brun, c'est donc pour la télévision. Voilà, c'est un marché qui est cyclique. On l'a vu, ils étaient présents parce que on surfait sur Coupe du Monde, on surfait sur Jeux Olympiques. Ça. Donc c'est aussi une foire de Paris qui s'adapte. Qui s'adapte chaque année aux tendances et le français, le Made in France, ça a encore du sens ou pas? Enfin, ça a du sens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important dans le comportement d'achat? On s'était vu en 2022. Au lendemain de la crise sanitaire et au moment de la reprise des grands événements, et on avait échangé ensemble sur cet intérêt très fort qui s'était accéléré pendant les confinements sur l'envie des consommateurs de revenir à du circuit court, à de la valorisation du Made in France. On a donc répondu à cette attente en créant le village création française. On était sur 500 mètres carrés, une dizaine d'entreprises. Aujourd'hui, c'est 4000 mètres carrés, 70 entreprises qui valorisent la création française. Et donc, c'est preuve, en tout cas, de l'intérêt toujours des visiteurs de la foire de Paris pour aller vers le Made in France. Et le meilleur moment pour venir à la foire, c'est quand? Le matin, là? Oui, tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a combien? 500 000 visiteurs, c'est ça, chaque année? Entre 400 000 et 500 000 visiteurs. La foire de Paris bénéficie d'un calendrier
qui est composé de jours fériés, parce qu'il y a le 1er mai, le 8 mai, de week-ends, les samedis, dimanches, et 2 jours de semaine. Vous allez faire une nocturne. Et on va faire une nocturne le 2e samedi. Donc j'ai envie de vous dire, vous venez sur la foire de Paris quand vous voulez, en fonction de vos envies. 10h, 19h. Le patron de la foire que vous êtes, vous avez acheté quoi cette année ? Moi, chaque année, j'achète des objets qui vraiment m'apportent une réponse. Donc j'ai acheté, alors cette année, j'ai pas eu encore le temps parce qu'on a ouvert mercredi. Et l'année dernière, j'ai acheté le Detoximix qui est dans le pavillon 7 de l'électroménager et qui permet de faire des smoothies, mais de manière très simple et très rapide. On gagne du temps et je peux vous dire qu'en tant que père de famille de 2 petits enfants, le temps, c'est important. Je voulais acheter la machine à glace, je vais aller voir ça. Merci d'avoir été avec nous et on continue avec vous pour parler du concours Lépine. Barbara Doré dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. En direct de la foire de Paris, Sud Radio, le supplément média. En direct avec vous depuis la foire de Paris, avec Barbara Doré, directrice générale du concours Lépine. Vous êtes avec nous pour nous raconter ce concours, 124 ans d'innovation, d'invention. Combien de participants cette année, redites-nous ? 250 inventions sont en lice pour cette 124e édition. Avec plusieurs catégories. Oui. Alors nous avons des grandes thématiques pour que ça soit un petit peu plus simple pour le visiteur, parce que le concours Lépine c'est quand même comparer l'incomparable, et on a des inventions dans tous les domaines. Donc pour faire simple, vous avez quotidien et art de vivre, art et création, santé et inclusivité, tout ce qui concerne le transport et l'industrie, l'univers connecté, concours Lépine, qui est aussi hyper intéressant. Qui a dû prendre de l'ampleur depuis quelques années. Oui, ça fait une petite quinzaine d'années qu'on a développé cette nouvelle thématique et venez le visiter parce que vous allez découvrir des choses incroyables. Vous êtes à quel hall et quel stand pour ceux qui vont venir rendre visite à la foire de Paris? On a plusieurs stands parce qu'on est déployé sur plus de 10 000 m². On est pavillon 1. D'accord. Et vous pouvez retrouver la dernière thématique également qui s'appelle Le Monde Invente, puisque le concours Lépine est international et nous recevons en fait des délégations qui viennent présenter des inventions. Alors, quand vous dites on est sur 10 000 m², c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit avec les 250 candidats, les 250 inventeurs. Ah si, mais on se déploie sur 10 000 m², donc je ne peux pas vous donner un numéro de stand, je vais être obligé de vous en donner. D'accord, j'ai compris. Alors vous avez une attachée de presse formidable. Quand j'ai commencé à discuter avec elle, parce que je lui ai dit, il y a quand même des farfelus, quelles sont les inventions un peu. Elle m'a dit, ah non, mais ça c'est une image d'Épinal. Lorsque vous regardez l'INA, c'est vrai qu'on a l'ouvre-boîte un peu bizarre, etc., etc. Et en fait, elle m'expliquait que le concours Lépine a vraiment évolué et que les inventeurs n'étaient plus des géo-trouve-tout, mais plutôt des gens plus sérieux qu'on pouvait l'imaginer. Ouais, alors déjà, je vous confirme, elle est formidable. Alors, 124 ans d'invention, c'est énorme. On a 124 ans. Le concours Lépine est une photographie de la société. On n'invente pas en 2025 comme on a inventé en 1901. Et imaginez toutes les évolutions sociétales en fait qui se passent depuis 1901. Donc on peut avoir trois grands secteurs. 1901, on est sur la création du concours Lépine. On monte la Première Guerre mondiale. On est sur l'invention du stylo à billes, du fer à repasser à vapeur. On arrive sur ce type d'invention. On passe la Seconde Guerre mondiale, là on se lance dans finalement toutes les l'électroménager. Donc on connaît tous Mantelet, effectivement avec Jean Mantelet, le presse-purée. On est sur l'aspi-venin, les lentilles de contact, on en a vraiment pléthore. On arrive sur les années 80 où là, effectivement, l'invention subit peut-être une petite descente avec ce côté de se dire, finalement, je vais inventer à la retraite. Donc on se retrouve effectivement avec bon nombre d'inventeurs qui sont à la retraite et qui font de l'invention un hobby. Et on passe quelques années et là, l'invention se transforme parce que maintenant, pour inventer, il faut effectivement protéger depuis toujours son invention. Ça coûte effectivement de l'argent et pour obtenir des aides, vous devez créer votre société. Et donc maintenant, nos inventeurs et nos inventrices sont devenus des chefs d'entreprise. La dynamique n'est plus la même, de facto, puisque lorsqu'on a une entreprise, il faut absolument continuer et progresser. Par contre, effectivement, ce qu'il y a de commun depuis 1901, parce que vous savez, c'est comme un joli...
un joli album photo qu'on est en train de feuilleter là depuis 24 ans. Vous tournez les pages et vous avez toute la société qui évolue. C'est ça qui est assez fantastique. Mais le point commun de toutes ces inventions, c'est le rêve. C'est-à-dire que tous ces inventeurs et toutes ces inventrices, et il y en a des milliers depuis 1901, avaient toujours le même point commun, le rêve. Le rêve et l'envie de changer la société et d'améliorer. Alors, est-ce que c'est le rêve d'être utile ou c'est le rêve de gagner beaucoup d'argent ? Je serais tenté de vous dire, c'est soit tout à la fois ou ni l'un ni l'autre. Voilà. Voilà. Je pense que réellement, l'idée créatrice, l'idée de départ, c'est j'ai une problématique, je vais me trouver une solution. Ouais. Vous êtes rêveur, vous rêvez votre solution. Moi, je rêve ma solution. Je suis pas inventrice. Par contre, si je réalise cette idée, ce rêve, je deviens inventrice. Donc, je deviens début sur un acte de création qui peut être égoïste, et là je me dis mais en fait je vais en faire quelque chose d'autre pour les gens parce que ça va être utile aux autres, et je passe de l'égoïsme à l'altruisme. Et sur le profil des inventeurs, inventrices, plus d'hommes, plus de femmes, qui est le plus jeune, me demande un auditeur, et qui a été le plus âgé des inventeurs? Est-ce que vous avez ces infos? Depuis tout temps? Oui, depuis 124 ans. Alors, bon, ça vous aura pas échappé que vous n'y êtes pas depuis 124 ans, ça c'est sûr, depuis 120 ans. Bon, là, plus récemment, est-ce qu'il y a eu un rajeunissement? Oui, puisque vous expliquiez que c'était effectivement après la Seconde Guerre mondiale plutôt des gens qui se disaient on va faire ça à la retraite. Bien après la Seconde Guerre mondiale. Non, là la moyenne d'âge en fait sur ces dernières années des inventeurs et des inventrices se tourne autour de 43 ans. Donc, on a des très très jeunes ou pas? Alors des très très jeunes, on a eu des jeunes effectivement qui participent avec des collèges. Le seul souci c'est que moins de 18 ans c'est compliqué étant donné qu'il faut avoir un titre de propriété. Et pour avoir ce titre de propriété, il faut être majeur. Mais on a des collectifs, des écoles qui viennent. Et là, cette année, depuis 2 ans, on a quelque chose d'assez sympathique sur le concours Lépine. On a fait le Créaton concours Lépine. Et nous avons donc 2 écoles de design qui sont présentes à l'heure actuelle sur le concours Lépine. On leur a fait un atelier totalement vitré avec des imprimantes 3D, etc. Parce qu'il n'y a pas d'invention sans design, il n'y a pas de design sans invention. Pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Et on a donc ces étudiants qui sont là en live pendant 12 jours, qui vont réfléchir sur des thématiques, les dessiner et les réaliser dans l'atelier. Et ce qui est fort, c'est que les inventeurs et les inventrices qui sont présents vont se faire aider aussi par ces jeunes designers pour améliorer leur prototype ou leur invention. Le gagnant du premier prix, il gagne quoi? Un diplôme et c'est tout? Ou vous l'accompagnez? Comment ça se passe? Oui, alors un diplôme et c'est tout, et puis une médaille en chocolat. Non. Le concours Lépine remet des prix honorifiques. Le premier prix est un prix très pompeux à dire, puisque c'est le grand prix du concours Lépine, prix du président de la République, qui se matérialise par un vase de sève. Donc une fois que j'ai dit ça, voilà. Mais c'est très très beau, et ce vase de sève est d'un bleu magnifique. Il reçoit son diplôme, effectivement. Non, il n'a pas d'aide financière de la part du concours Lépine. C'est un label. Mais quand vous êtes effectivement premier prix au concours Lépine, vous êtes passé directement du tremplin à la stratosphère. Vous passez de l'ombre à la lumière en une fraction de seconde. Donc le concours Lépine apporte ce catalyseur-là. Ces inventions ne sont pas connues, et d'un coup d'un seul, pendant 12 jours, voilà, on met tous les projecteurs grâce à vous, les médias, et grâce aux visiteurs qui viennent. L'année dernière, le gagnant, c'était une technologie pour permettre aux non-voyants ou aux malvoyants de se repérer grâce à des impulsions chauffantes reliées à un casque. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il a vendu son brevet? Alors, vous savez ou pas? Oui, je sais, parce qu'ils sont présents à nouveau cette année, puisque chaque lauréat revient chaque année pour non pas se représenter, mais pour dire j'étais là l'an dernier, et surtout pour faire la transmission au futur prochain prix. Donc évidemment, cette société s'appelle Arta France, et ils sont en plein développement de leur invention. Donc tout fonctionne bien. Et en termes de santé, il y a plus aujourd'hui d'innovation ou pas? Est-ce que c'est un secteur qui se développe plus que les autres? Ça dépend, vraiment. Chaque édition est différente. Là, cette année, pas tant, je serais tentée de vous dire. Les 2 dernières années, on était vraiment sur santé et inclusivité. On avait beaucoup d'inventions liées au handicap, d'ailleurs, qui ont été premier prix avec ce fauteuil roulant, enfin ces roues qui freinaient là aussi. Cette année, un petit peu moins. On est un peu plus sur le geste éco-responsable, parce que ça, maintenant, c'est une chose aussi qui est totalement intégrée à l'invention.
Donc ça dépend vraiment du cru. Et quels sont vos critères pour être premier prix? Qu'est-ce que vous demandez à une Alors il y a un jury, Oui. C'est pas vous qui décidez toute seule. Non, je ne suis pas dans l'autocratie la plus totale, absolument pas. Non, nous avons 43 membres du jury et ce qui est assez fantastique au concours Lépine, c'est que tout se fait en live. C'est-à-dire depuis le premier jour d'ouverture, le président du jury a réuni ses 43 membres, il les a lancés sur les différentes inventions. Donc les opérations du jury sont en train de se faire. Là, les jurés vont évaluer, ne jugent pas mais évaluent, ça aussi c'est important, de rester dans la bienveillance parce que ce sont des professionnels et on est une association d'inventeurs. Le but c'est d'évaluer et de donner des conseils aux inventeurs et ne pas sanctionner, justement, c'est toujours pousser et aider. Ça c'est important pour nous. Donc, évidemment, la créativité, la partie très innovante de l'invention, le marketing, est-ce qu'il y a eu une étude de marché qui a été réalisée? Oui. Comment ça peut s'insérer là, tout de suite, maintenant, dans notre société? Voilà, il y a tout un nombre de critères, effectivement, pour évaluer. Alors, question de Michael, un auditeur, quelle est l'invention qui s'est le plus vendue? On peut répondre à cette question parce que il y a le stylo-bille, part de papier mouchoir aussi. Ouais, les premiers mouchoirs en papier. Très certainement aussi le presse-purée, mais le fer à repasser à vapeur. Bien sûr. Ouais. Lentilles de contact. C'est difficile de. Ski-venin, qui est toujours vendu à l'heure actuelle, qu'on trouve dans toutes les pharmacies. Difficile. Je vais pas avoir la réponse exacte. Merci d'avoir été avec nous. Bonne foire à vous, Barbara Doré, directrice générale du concours Lépine, 124 ans d'invention et d'innovation. Moi, je vais vous laisser pour les débats. Je vais aller faire un petit tour. Je vais faire un petit. Allez, je vous ramène quelque chose. Non, ça va, un petit sandwich au foie gras. Il y a le stand, on va pas parler tout à l'heure avec le directeur de la foire, mais c'est vrai que les stands de dégustation sont aussi très importants ici. On se retrouve dans un instant, nous, avec les débats, tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.